Nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Et qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Oh, et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oh, avec la fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille aimante est de Tarente ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre, oui. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Non mais parle, veux-tu? Elle ne te fait point de la sorte arracher les mots de la bouche. Et lesquels à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Mais conseille-moi du moins. Et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Oh, ma foi, je m'en trouve autant embarrassée que vous et j'aurais bon besoin que le me conseillât moi-même. Mais je suis assassiné par ce maudit retour. Mais je ne suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Oh. Aïe, mais les réprimandes ne sont rien. Et plût au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois de loin se former un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Au ciel, pour me sortir de l'embarras où je me trouve. Non. Aïe. C'est à quoi vous auriez dû songer avant que de vous y jeter. Oh, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Mais vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Oh. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre à cela? Je vous vois tout troublé. Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Et comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils veulent le marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas quelle est la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais forger quelques machines, trouver quelque invention pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentils esprits, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment ça, quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. Oh, la justice! Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle nous a fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que j'ai résolu de ne plus rien faire. Bastez, ne sais pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur Géronte s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui concerne certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères. Moi sous la conduite de Sylvestre, Léandre sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Et comme nous sommes bons amis, il me fit aussitôt confidence de cet amour et me mena voir cette jeune femme.
que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, et qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituels du monde. Il me querellait quelquefois de ne pas être aussi sensible aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour où je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une maison d'une petite rue écartée, quelques plaintes, mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une vieille femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose d'effroyable pour des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre d'aller voir ce que c'est. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille dame, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune femme, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah, ah. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient des simples futaines, et sa coiffure était une épouvantable cornette jaune rétroussée au-dessus de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules, lamentable, grotesque, rose chaise. Et pourtant faite comme cela, elle brillait de mille attraits, et ce n'était que charme, qu'agrément, que sa personne tout entière. Oh, je sens venir les choses. Pas si tu l'avais vue dans l'état où je te dis, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Non! Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes, en se jetant amoureusement sur le corps de cette vieille dame qu'elle appelait sa très chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée devant un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là, vous la fîtes aimer. Est-ce qu'un barbare l'aurait aimé? Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles, dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette jeune femme, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus touché par la froideur avec laquelle il m'en parlait, et ne voulut point lui faire découvrir les faits que ses beautés avaient eu sur mon âme. Mais si nous adressons ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Mais ses fréquentes visites sont rejetées par la servante, devenue la gouvernante après le trépas de la mère. Alors voilà mon homme au désespoir. Il prie, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille modeste, mais qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, et prend ses résolutions. Et le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais avec cela, l'arrivée imprévue du père, que l'on n'attendait que dans 2 mois. La découverte qu'a fait l'oncle du secret de notre mariage. Et l'autre mariage que l'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence dans laquelle se trouve cette jeune femme, et l'impuissance dans laquelle je me vois d'avoir de quoi la secourir. Ah, est-ce là tout? Ah, vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. Et c'est bien là de quoi se tant alarmer. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires? Fille, paix
peste soit du butor. Je voudrais que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. Et je n'étais pas plus grand que cela quand je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. Il est vrai que tu as plus de talent que moi, mais que je n'ai pas comme toi l'esprit de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Votre père est de retour? Il veut vous marier? Oh oui, mon aimable Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Mais pourquoi ces pleurs? Ne soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? N'êtes-vous point assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Hey, ne peut-on vous aimer qu'on vous aime toute sa vie? Je vous dis, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Non. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Mon aimable Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens pour ma part que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Moi, je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, mon aimable Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter le pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, j'aimerais que la mer l'emportât d'ici pour jamais. Ne pleurez point, ma belle Hyacinthe, vos larmes me tuent. Je ne puis point les voir sans me laisser percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être mon frère. Si vous êtes fidèle. Mais je le serai assurément. Et je serai donc heureuse. Elle n'est point en sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait, s'il le voulait, nous être, dans tous nos besoins, d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, S'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de prendre la conduite de notre barque. et vous, ne me dites-vous rien? Et je vous conjure, à son exemple, par tout ce qui vous est plus cher, de bien vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je vais m'employer pour vous. Allez-vous-en vous et soyez en repos. Et vous préparez-vous à soutenir avec fermeté la mort de votre père. J'avoue que cet abord me fait trembler d'avance. J'ai une timidité naturelle que je ne saurais marier. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude. Un peu de hardiesse et songez à répondre résolument sur tout ce qui pourra vous Je dire. ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayez un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Alors, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés, Comme cela. encore un peu davantage. Ainsi. Bon. Et imaginez-vous que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était à lui-même. Oui. Aïe. Comme en pendant
barbarien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, tu bien pareil devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence. Est-ce là le fruit de mes soins, Maro? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves que... Oh, allons! Tu as l'insolence, Pipon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons et que... Mais que diable vous demeurez interdit. C'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh oui, mais c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui vient. Ciel, je suis plein de... Oh, on tape, on tape. Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire moi, il ne fait que me suivre. Attends jamais ouï parler d'une action pareille à Zélia. Il a déjà pris l'affaire. Elle tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà, il ne te méritait bien grave. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pourront me dire sur ce beau mariage. Nous avons songé. Seront-ils de me liguer la chose? Non, nous n'y pensons pas. Oh, s'ils entreprendront de l'excuser, Celui-là se pourra faire. prétendront-ils de m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours sont inutiles. Nous allons voir. Ne m'entendront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurais mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Pour le coquin de Sylvestre, je leur aurai deux coups. Je tenais étonné si vous m'oubliez. Ah, vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur des jeunes gens. Ah, monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scardin. Vous avez suivi mes ordres d'une bien belle manière, et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous portez bien ce que je vois. Ah, c'est bien. Tu le dis mot, coquin, tu le dis mot. Votre voyage, il était bon. Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi quereller un peu en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Mais pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Oui, il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi, et je veux faire du bruit tout mon souffle. Quoi? Je ne trouve pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère. Ah, si fait, j'ai d'abord été moi lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il garde à un père dont il devrait baiser les pas. On ne peut pas lui me parler quand c'est sur vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond... il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que viens-tu me conter, là? Il n'a pas tant de tort que d'aller se marier de but en blanc avec une inconnue. Oh, que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Voilà une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Et je voudrais savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas fait dans votre temps des fredaines comme elles sont. Je veux dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussiez à ses œuvres. C'est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Ah, que voulez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient debout d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui rend des visites, lui compte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle surprend sa poursuite, il pousse sa fortune.
Le voilà surpris par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. Oh, la belle fou que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Hein? Demandez-lui plutôt. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui. Voudrais-je mentir? Dans ce cas, il aurait dû aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Mais oui, Vous ne le romprez point. je ne le romprai point. Non. Quoi, je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on en a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils. Vous voulez qu'on fasse qu'il était incapable de craindre et que c'est par force qu'on lui ait fait faire les choses. Il n'a garde à l'avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de ça. Ah! Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il a Et épousé. je veux moins pour mon honneur et pour le sien qui disent le contraire. Ah! Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dites. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Comment? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Voilà qui va bien. Je ne déshériterai point mon fils. Et non, vous dis-je. Mais qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Bah, la tendresse paternelle fera son office. Je ne fera rien. Ouais, oui. Je vous dis que cela sera La bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mais allons, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échappe la ville. Va-t'en, panda. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai chez le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je vous puis être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Que n'ai-je à cette heure cette fille que le ciel m'a ôtée pour en faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance. Et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme-toi sur un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Tue-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure du moins de ne m'aller pas brouiller avec la justice. Va, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Allez. Ah oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos heures aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine, seigneur Géronte. Je vous réponds de renverser cet obstacle et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi,
Seigneur Argote, Ouais, voulez-vous que je vous dise? ouais. L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez un brave père bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Ah, fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux morigéné le vôtre. Oui, sans doute. Et je serais bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez en brave père si bien morigéné avait fait encore pire que le mien? Comment? 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder devant chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends pas cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire à propos de mon fils? Il se peut taire. Et quoi encore? Votre scapin dans mon dépit ne m'a dit la chose qu'en gros. Mais vous pourriez être de lui ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser des billets que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Pire encore que le sien. Mais pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut imaginer. Ah! Ah! Vous voilà! Mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Parlons un peu d'affaires. Oh, mais souffrez que je vous embrasse. Qu'est-ce qu'ils disent? Que quoi, vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, Hein? nous Quoi? avons quelque chose à démêler ensemble. Quoi? Mais tenez-vous que je vous vois en face. Eh bien, Regardez-moi entre deux yeux. comment? Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? Oh, ce qui s'est passé? Qu'avez-vous fait dans mon absence? Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose? Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Capin! Ah, ça va vous faire rougir, hein? Il vous a dit quelque chose de moi? Hein? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître. S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien te résoudre à jamais de fuir de ma présence. Me trahir de cette manière! Un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller dire à mon père! Mais je jure, le ciel, que cette trahison ne demeurera pas impunie. Papa, que ne dois-je point à tes soins, que tu es homme admirable, et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah ah! Vous voilà! Eh bien, je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin! Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Oh, vous faites le méchant plaisant, hein? Je vous apprendrai! Léandre! Non, Octave, ne me retenez pas! Eh, monsieur! Et de grâce, Laissez-moi contenter mon ressentiment! de l'amitié, je vous en prie, ne le maltraitez point. Eh, monsieur, que vous ai-je fait? Oh! Mais douce
doucement. Ce que tu m'as fait, traître, hein? Doucement. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Et oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Mais tu ne croyais peut-être pas hein, que l'on me dû révéler ce secret. Non. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te pincer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Pardon. Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin. Et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Hey! Puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fut présent il y a quelques jours. Et c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandu de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Panda, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été la cause que j'ai tant querellé la servante, pensant que c'était elle qui m'avait joué le tour. Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Eh bien, je suis bien aise d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ah, ce n'est pas cela, monsieur. Non, c'est une affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Oh, tu ne veux pas parler, hein? Eh bien, oui. Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez apporter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue, le visage plein de sang, et vous dites que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient battu. Et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi, traître, qui a retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses, hein? Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je veux que tu me confesses. Ce n'est pas cela? Non, infâme, c'est autre chose encore que je veux que tu me dises. Peste! Parle vite, Jade. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Ah, voilà tout. Bien oui, monsieur. Vous souvenez-vous de ce loup-garou il y a 6 mois qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. toi, Panda, qui faisais le loup-garou. Ah oui, seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et en lieu de ce que je viens d'apprendre. Mais je veux en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, Phébon, à mon père. Je l'ai pas seulement vu depuis son retour. Ah, tu n'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je peux dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes, mon Dieu, m'a chargé de venir promptement vous dire. Ah, monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir vous dire que... vous dire que si dans 2 heures, vous changez à leur portée l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? 2 heures. Oh, pauvre Scapin, j'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore si tu me l'as fait, hein? Non, pardonnez rien et passez-moi votre épée au travers du corps. Je serai ravi que vous me disiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour, hein? Il faut arrêter de me tuer. Mais non, tu m'es trop précieux et je te prie de bien vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses, hein? Non, tuez-moi, vous dis-je.
et pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte. Oh, je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Scapin, il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin? Dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? De venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. Je torche, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de panda, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Mais vouloir passer son épée au travers du corps. S'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer, encore une fois, de ne me point abandonner. Scapin, il faut se rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prompt. Acceptes-tu de travailler pour moi? Oh, on y songera. Ah, tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? En 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vote, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vote, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façon encore, car vous savez que pour l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui on fera toujours croire tout ce qu'on voudra. Cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Oh, tout beau Scapin. Bon, on fait bien scrupule de cela. Vous moquez-vous? Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Oh, commençons par lui puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux et vous avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération. S'allait jeter dans un engagement pareil à celui-là. Oh. Jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. La vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. J'ai vous dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Mais quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille bornée. Et ce qu'il trouve qui lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenu au logique et je ne suis tenu plus à la colère de mes maîtres. Aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui va bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous passerez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ces pays-ci? Vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison. Je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Et je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leur enfant que cela ne m'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligé.
J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coup d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage et lui ai fait voir la facilité qu'offrait la raison de la violence pour le faire casser. Vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnerez auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme et il donnera son consentement à rompre le mariage. Ah, voilà. Pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Comment? Qu'a-t-il demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord des choses par-dessus les maisons, non? Et quoi? Des choses extravagantes. Mais encore? Il ne parlait pas moins de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600? Fièvre cartel qui le puisse serrer, se manquait-il des gens? Ah, c'est ce que je l'ai dit. J'étais bien loin de pareilles propositions et il est bien fait d'entendre que vous n'étiez point une dupe pour demander des 5 ou 600 pistoles. Ah, après plusieurs discours, voici aussi réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper, le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service. Et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il faudra le harnais et... Il faudra le harnais et les pistolets. Et cela ira bien à 20 pistoles encore. Pistolet 60? Mais ce serait 80. Justement. Mais c'est beaucoup. Mais soit. Je consens à cela. Il me faut encore un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diantre? S'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, Non, c'est un impertinent. voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira et le maître aussi. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit. Je me résous à donner ces 30 pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour Oh, mais il a le diable avec son mulet. Cette fois, ça en est trop. Nous irons devant les juges. de grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur, mais un petit mulet. Je ne vous donnerai pas seulement un âne. Considérez. J'aime mieux plaider. Eh, monsieur, de quoi parlez-vous? À quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice et voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur roi du monde. Un sergent baillera de faux espoirs, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne pourront que battre la campagne. Ils n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand par les plus grandes précautions du monde vous aurez paré tout cela,
vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qui vous aimeront. Ah, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cette affaire-là. C'est d'être damné de ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme. Pour le harnais et les pistolets. Et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistolets? Alors non, vous plaiderez. Faites réflexion. Je plaiderai. Ne vous allez pas me jeter. Plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent, il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, présentation, conseil, production et journée du procureur, il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses écritures, il vous en faudra pour le rapport du substitut, pour les épices de conclusion, pour le rapport, les sentences, contrôle, arrêt, signature et expédition de leur clerc. Sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci et vous voilà hors d'affaires. Comment? 200 pistolets? Oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les prix de la justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste pour le moins 150. Sans compter les pas, les soins et les chagrins que vous épargnerez. Quand il n'y aurait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerais mieux donner 300 pistoles que de plaider. Mais je me moque de cela, et je défie les avocats de ne rien dire de moi. Vous verrez ce qui vous plaira, mais si j'étais que de vous, je fuirais des procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Escapin, fais-moi donc connaître un peu cet argant qui est le père d'Octave. Et pourquoi, monsieur? Oh, mais je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Ah, je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Il dit que c'est trop. Oh, mais par la mort, par le sang, par la tête. Si je le trouve, je le veux ici, déjà d'être heureux tout vivre. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur. Peut-être ne vous craindra-t-il pas? Lui? Ah, mais par le sang, par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Quoi? Qui est cet homme? Ce n'est pas lui, monsieur. Ce n'est pas lui. Oh, n'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non. Au contraire, c'est son ennemi capital. Oh, son ennemi capital? Oui. Oh, eh bien, monsieur, j'en suis ravi. Vous êtes l'ennemi de ce faquin d'argant? Oui, je vous en réponds. Oh, mais, touchez-la, touchez. Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par tous les moyens que je porte, que avant la fin du jour, je vous déferai de ce marron qui est fait, de ce faquin d'argant. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences de celui-ci ne sont guère souffrantes. Je me moque de tout et je n'ai rien à faire. Je fais bien sous garde, assurément. Il y a des parents, des amis, des domestiques qui se fera un secours contre votre bon sentiment. Oh, mais c'est ce que je demande, c'est ce que je demande. Terre. Bande, que je les trouvais à cette heure avec tout son secours. Je les vois fondre sur moi, les armes à la main. Comment, Marot? Vous avez l'air de l'attaquer à moi? Allons, tire, petit quartier, bon pied coquin, canaille, vous en voulez votre soupe? Soutenez, mon bleu, soutenez. À cette boîte, ou à cette autre, à celle-ci, ou à celle-là. Comment? Vous reculez, mon bleu, vous reculez. Pied ferme, mon vieux, pied ferme. Et voilà qui vous apprendra à vous élever de moi. Monsieur, nous n'en sommes pas. Eh bien, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles.
Au 6, je vous souhaite une bonne fortune. Scopin! Plaît-il? Je me résous à donner ces 200 pistoles. J'en suis ravi pour l'amour de vous. Allons me trouver. Je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allait s'aviser de vous demander davantage. Et c'est que je serais bien aise de savoir comment je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non, pas. Parbleu, monsieur! Je suis un faux ou je suis un homme? C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper que dans tous ceci, j'ai d'autres intérêts que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien. Et vous n'avez qu'à chercher dès cette heure qui accommodera vos affaires. Tiens donc. Non, monsieur, ne me confiez point votre argent. Je serais bien aise que vous serviez d'autre que quelqu'un d'autre. Mon Dieu, tiens. Non, vous dis-je. Ne me confiez pas cet argent, que sait-on si je ne veux point vous l'attraper? Tiens, te dis-je. Et ne me fais point contester davantage. Mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Hein. Laissez-moi faire. Il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et un. Je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah! Ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Ah! Oh, ciel! Oh, disgrâce imprévue! Oh, misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il? Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Oh, ben je cours de ton côté pour le pouvoir trouver. Mais voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Voilà! Es-tu aveugle que tu ne me vois point? Il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Ah, monsieur! Quoi? Monsieur, votre fils! Eh bien, mon fils! Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la mer. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités. Nous a donné la collation où nous avons mangé des fruits les meilleurs du monde et bu du vin que nous avons trouvé excellent. Mais qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en l'air. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et moi, pour vous dire que si vous ne lui envoyez pas, moi tout à l'heure, 500 écus, qui va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus. Et le fils m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le porlard de Turc assassiné de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Et ne changez pas à ce qui est arrivé.
Va-t'en, Scapin! Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Mais que diable allait-il faire à cette galère? Les méchants destinés conduisent quelquefois les personnes. Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Mais que diable allait-il faire à cette galère? Ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a laissé que 2 heures. Et tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? De la conscience à une turque. Sais-tu bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Oh, mais que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi, ne voyez pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Scapin! Scapin! Tiens. Voici la clé de mon armoire. Oh. Tu l'ouvriras. Et tu trouveras une grosse clé du côté gauche. Fort bien. Celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les harpes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues. Laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je pars, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur, je trempe que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Il n'y avait-il pas d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, c'est pas. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne pensais pas qu'elle dû m'être sitôt ravie. Tiens, va vite requérir mon fils. Oui, monsieur. Dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Oui. Un voleur. Laissez-moi faire. Et qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui. Et que je ne les lui donne ni à la mort,
Viens vite, fort bien. Va vite requérir mon fils. Oh là, monsieur. Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je point donné? Non, vraiment. Vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Maudite galère, traître des pires à tous les diables. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye une autre monnaie, l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? Ah, tu fais quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est. Tenez, voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Oh, tu me redonnes de la joie. Et pour vous, je n'ai pu faire rien. Ah! Ah! Il faut donc que j'aille mourir. Je n'ai que faire de vivre si les herbinettes m'étreindent. Oh là là, tout doucement. Comme diantre, vous allez vite. Comment que je me vienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Tu me redonnes la vie. Mais à condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a fait. Ah bah, tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Ouais. Tenez, voilà 500 écus. Allons-en promptement acheter celle que j'adore. de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui me soit fort agréable. Et je reçois avec joie une compagnie de la sorte. Il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne serait pas entre nous. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque. D'amitié? Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque. Ah, pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardi. Vous voulez que je croie contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous, il doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Et pour répondre à son amour de la manière dont il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit agrémenté de quelques cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là aussi comme il entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien, en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois quelque empêchement. Trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux face à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins de savoir de qui vous êtes né, et l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout pour assurer votre bonheur et faire donner consentement au mariage qu'on trouve fait. Ah, mais moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Mais le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Mais ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Oh, mais hélas. Mais pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient pas mieux. Il faut jouer du bas dans la vie.
Les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu! Scapin, fais-moi un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant. Du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine quand on me fait un compte et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre, qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites passions, je vais goûter le plaisir. Mais pourquoi, Scapin, de gaieté de cœur veux-tu t'attirer de méchantes affaires, hein? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? Bon, c'est que je vois que, sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coup de bâton. Eh bien, ce dépend de mon dos et non pas du tien. Bon, il est vrai que tu es maître de tes épaules et que tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin... Eh bien, Scapin... Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pas beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment ça? Alors que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'on t'avait épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous tombiez dans leurs mains. Mais que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur. Voici une étrange affaire. Et je trempe pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Attendez. Ah! Mais non, ce n'est rien. Scapin, ne saurais-tu trouver moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien, mais je courais risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Je te promets cet habit-ci, que quand je l'aurai un peu usé. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Et que vous... Ah, mais non, ce n'est rien. Ah, il faut dire que vous mettiez dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. Et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne.
La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Non, j'ai dit, vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire. Je saurai me tenir. Cachez-vous bien, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Géronte? Il coucou par charité ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Cadélis, je le trouverai, se cache-t-il au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh, le Mossac. Monsieur, il était vaillant Louis, ça m'enseigne peut-être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oh oui, Morty, il les cherche. Mais pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Il y avait qu'à délice se faire mourir sur les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fat de Géronte, c'est Marlowe, c'est Bélitre. Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni Fat, ni Marron, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur que leur offense. Est-ce que tu es des amis de ces Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. Qu'à tu dis? Tu es de ses amis. Elle a bon mort. Tiens, voilà ce qui était bail pour lui. Je vous supplie. Aïe, ne me maltraite pas. Aïe, tout bon, aïe. C'est trop, c'est froid. Aïe, je vous supplie. La pleine petite leçon. Il va porter le sang de ma part. Adieu, ça. Tiens sur le gascon. Escapade. Je n'en puis plus. Monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Comment ça? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Néné, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et je les sens bien encore. Mais non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui était jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin afin de m'épargner. Prenez garde. En voici un autre qu'à la mine d'un étranger. Pardi-moi courir comme une vache. Et moi, ne peux pas trouver de tous les jours ce diable de Géronte. Cachez-vous bien. Dites-moi un peu, vous, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Vous ne savez pas où il est? C'est Géronte que moi je cherchais. Non, monsieur. Je ne sais pas où Géronte. Dites-moi-les-vous franchement, moi il ne vouloir pas grand-chose de lui. Laissez-moi pour lui donner une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de bâton et de 3 ou 4 petits coups d'épée ou travers de ses poitrines. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où est Géronte. Il me semble que je vais voir remuer quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a sûrement quelque affaire là-dedans. Point du tout. Moi, d'avoir envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Monsieur, tout beau. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, j'ai dit vouloir voir moi. Monsieur, vous ne le verrez pas. Que des badines maintes. Monsieur, ce sont hardes qui m'appartiennent. Montrez-vous-moi, je t'ai dit. Je n'en ferai rien. Toi n'y fais rien. Eh bien, moi, Bailly, d'ici bâton. D'ici bâton. D'ici les épaules de toi. Je me moque de cela. Toi, tu fais le troll. Et bien voilà. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Arrêtez. Non, j'en peux plus. C'est trop.
Laisse-moi une petite leçon pour l'apprendre de toi par les Suliman. Jusqu'au revoir. Peste du barabineux. Je suis roué. Monsieur. Je suis mort. Pourquoi diantre vous dites qu'il frappe sur mon dos? Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats. Alors, tâchons à trouver ces Girondes. Cherchons partout, n'épargnons pas nos pas, courons toute la ville, visitons tout, n'oublions aucun lieu, furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Par là, non par là, à droite, à gauche, n'hésitez, ne vous montrez pas. Bon, camarade, adieu, camarade, voici ton balai. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où ils sont maîtres. J'ai vu, c'est ne me maltraitez pas. Ne me maltraitez pas. Doucement, ne me maltraitez pas. Allons, Gigi. Allons, Gigi. Allez, Gigi. Où est papa? Monsieur, doucement. Aïe. Si tu nous fais tomber ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi et inonder de coups de bâton. J'ai bien mieux souffrir toutes choses que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qui vous plaira. T'as envie de te battre? Je trahirai point mon maître. T'en veux tâter. Traître scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! Il n'y a rien de plaisant à cela. Et vous n'avez que faire d'en rire. Comment que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Oh, qui songe à se moquer de vous? Mais pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Cela ne vous regarde point. Et je ris toute seule d'un conte qu'on me vient de faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Ouf. Oh, je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans l'affaire, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son
en attraper de l'argent? Oui! Et pour un peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous raconter la chose et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. Hein. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens. Et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà comme on voit la plupart des jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Ah! Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger sa première pensée. Il fit connaître son amour aux gens qui me tenaient et les trouva assez disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit le plus souvent la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent et qu'il a un père, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Ne me saurais-je me souvenir de son nom? Aidez-moi un peu, ne pouvez-vous me nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il y a son nom du Oronte. Non. Géronte. Le voilà mon vilain, c'est ce ladre-là que je dis. Pour en venir à notre compte, nos gens aujourd'hui allaient partir de cette ville et mon amant va les perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Alors pour le nom du serviteur, je le sais à merveille, hein, il s'appelle Scapin. Ah, c'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Il est allé chercher ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient croisé une galère turque. Qu'un jeune turc les avait invités à entrer, leur y avait offert la collation et que tandis qu'ils mangeaient, on avait remis la galère en mer. Que le jeune turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait sur le champ 500 écus. Voilà mon ladre, voilà mon vilain pris dans de furieuses angoisses. Et l'amour qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont comme 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à sortir cette somme de ses entrailles. Et toute la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils en attendant qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire des 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30 quick. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence des propositions, hein. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère! Traître de Turc à tous les diables !» Enfin, après 1000 détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, Mais... il me semble que vous ne riez point de mon compte, monsieur. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tort qu'il lui a fait, et que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de venir dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Mais où est-ce donc que vous vous échappez?
Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui pour lui conter son histoire sans m'en apercevoir. Comment? Son histoire? Oh, j'étais toute remplie du conte qu'on me vient de faire et je brûlais de la redire. Vous aviez grande envie de babiller, hein? Mais c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres histoires. N'aurait-il pas appris cela de quelqu'un d'autre? Voilà, super. Attirez-vous, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes accordé, hein, coquin? Vous vous êtes accordé, hein? Vous, Scapin, et mon fils pour me former? Et vous croyez que je l'endure? Oh, monsieur, moi si Scapin vous fourbe, moi je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Panda. Nous verrons cette affaire. Mais je ne prétends pas que l'on me fasse passer la plume par le bec. Hein? Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez, moi aussi, dans un accablement terrible. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistolets. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Et plus au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Et ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Oh, un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Oh. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille à mes côtés, dont je faisais toute ma consolation. Mais je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, où l'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Oh. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne vous être point donné la joie de l'avoir avec vous? J'ai mes raisons pour cela. Les intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir par secret ce second mariage. Oh, te voilà, nourrice. Oh, Signore Pandolfo! Appelle-moi Géronte. Ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous, à Tarente. Las, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de venir vous trouver ici. Mais où est ma fille et sa mère? Ah, votre fille n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement, faute de vous rencontrer, je me suis retrouvée seule avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Oh, avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh ciel! Mais quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est! Mais vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant! Suivez-moi, Seigneur Argante! Voilà une aventure tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, nos gens. Oh, Scapin, j'ai deux avis à te donner. Le premier est que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré.
Mais le second avis, Scapin, le second avis, et c'est que les deux vieillards font sur toi des menaces épouvantables. Et surtout, Seigneur Géron. Oh, cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi, Scapin. Les fils se pourraient raccommoder avec leur père et toi demeurer dans la nasse. Ouais, laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux et... Les voilà qui viennent. Allons, ma fille. Venez chez moi. J'aurais été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Ah, et voici Octave tout à propos. Venez, mon fils. Venez vous réjouir de l'heureuse nouvelle qu'est votre mariage. Le ciel... Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront jamais de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et on vous a dit mon engagement. Non, mais tu ne sais pas que... Je sais tout ce qu'il faut savoir. La fille du Seigneur Géron... La fille du Seigneur Géron ne me sera jamais de rien. C'est elle. Oh, vous taisez-vous, j'ai pris déjà mes résolutions. Mais écoutez... Oh, toi, tais-toi, je n'écoute rien. Mais justement, ta Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. Mais la voici, c'est là qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, je ne veux point d'autre femme. C'est justement elle qu'on te donne. Le frère de Candie qui suit toujours sa pointe. Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Nous nous voyons tous deux hors de peine. Allons, venez chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une fille qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Oh, monsieur, je vous demande pardon. Je me suis adressée à vous sans vous connaître et je vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour cette jeune fille n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec une fille inconnue qui exerce le métier de coureuse? Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui l'ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné et qui pourra nous aider à retrouver ses parents. Ha! Hélas, avoir ce bracelet, c'est... Mais c'est ma fille que je perdis, est-ce que vous dites? Votre fille? Mais oui. Et j'en vois ici tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Quelle aventure extraordinaire! Il vient d'arriver un accident étrange. Et quoi? Oh, le pauvre Scapin. C'est un coquin que je veux pendre. Ah, hélas, hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il lui a prié qu'on l'apportât ici pour pouvoir vous parler avant que de mourir. Mais où est-il? Voilà, voilà. Oh! 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 Oh
Monsieur, vous me voyez dans un étrange état. Et je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu y avoir offensées. Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que j'ai pu vous avoir fait. Mais principalement le Seigneur Argante et le Seigneur Jérôme. Pour moi, je te pardonne. Va et meurs en repos. Monsieur, monsieur, c'est vous que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que ces coups de bâton. Laissons cela. J'ai en mourant une douleur inconcevable. Des coups de bâton. Les malheureux coups de bâton. Mais tais-toi, te dis-je. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton? Je te pardonne tout. Ne parlons plus de rien. Voilà qui est fait. Je me sens tout soulagé depuis cette parole. Mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Oui, je me dédie de ma parole si tu en réchappes. Et voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Jérôme, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter la Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.